Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zeb Quinn, dont la disparition à l'âge de 18 ans est clairement l'une des plus folles que j'ai eu à traiter. Un soir d'hiver dans une ville américaine moyenne, le jeune homme disparaît sans laisser de traces après avoir eu un message de sa tante sur son beeper, l'ancêtre du téléphone portable. 2 jours plus tard, sa chef reçoit un appel. Zeb prévient qu'il est malade et qu'il ne pourra pas revenir tout de suite. Mais elle est sceptique. Elle ne reconnaît pas la voix au bout du fil. La voiture de Zeb Quinn réapparaît 2 semaines après sa disparition sur un parking près de l'hôpital où travaille sa sœur. Sur le pare-brise arrière, dessiné avec on ne sait quoi, une paire de lèvres avec un point d'exclamation de chaque côté. Et dans la voiture, un chiot. Un croisé labrador noir, bien vivant. Zeb n'a pas de chien. Il n'a jamais parlé d'avoir un chien, ni le jour de sa disparition, ni avant. Je vous avais prévenu, c'est n'importe quoi cette affaire. Malheureusement, la disparition de Zeb prendra un tournant bien plus sombre au fil des ans. Pour tenter d'y voir plus clair, remontons dans le temps jusqu'au tournant du millénaire, au tout début de l'année 2000. Nous sommes à Asheville, en Caroline du Nord. Malgré son nom, l'État a fait partie de la Confédération du Sud pendant la guerre de sécession sous la pression des propriétaires terriens installés sur la côte atlantique et farouchement contre l'abolition de l'esclavage. Asheville est à l'extrémité ouest de l'État, dans les terres, au pied des montagnes et à la frontière d'une forêt qui fait 2 fois la superficie de l'agglomération parisienne. C'est une ville sympa, verte, sans gratte-ciel, avec un taux de criminalité dans la moyenne du pays. Elle compte 70 000 habitants. Et parmi ces 70 000 habitants, Zeb Quinn, 18 ans, un grand brun au visage rond enfantin, super gentil, super sweet, qui fait l'unanimité. Il vit avec sa mère dont il est très proche. Le départ de son père quand il était enfant a renforcé leur lien. Zeb vient de finir le lycée. L'école pour lui, c'était compliqué. On lui a détecté des troubles de l'apprentissage. Serait-il catégorisé comme autiste aujourd'hui ? TDAH ? Peut-être. Ça ne l'empêche pas d'être inscrit depuis peu dans un programme pour devenir officier de réserve dans l'armée américaine. Zeb travaille à temps partiel depuis 2 ans et demi au rayon électronique du Walmart du coin, une grande chaîne de magasins comme Leclerc, Auchan ou Carrefour. Il aime tellement travailler en équipe qu'il est du genre, sur ses jours de congé, à apporter des croissants chauds à ses collègues. Il aime tout le monde et tout le monde l'aime, du moins en apparence. Je ne sais pas si c'est de la gentillesse, de l'optimisme ou de la naïveté, mais plutôt dans sa scolarité, il s'était mis à traîner avec des gars pas nets. Quand sa mère lui avait dit de faire attention à ses fréquentations, il lui avait répondu quelque chose du genre « Ils ne m'ont pas blessé et n'ont pas blessé mes proches, donc c'est bon ». Malheureusement, sa mère avait raison. Le 2 janvier 2000, Zeb Quinn termine son shift au Walmart vers 21h. Ça fait quelque temps qu'il recherche une nouvelle voiture et un collègue à lui, Jason Owens, 22 ans, en a repéré une en périphérie de la ville. Il faut dire que Jason a 2 boulots, comme beaucoup d'Américains, le Walmart où il a rencontré Zeb et l'usine Volvo d'Asheville. Donc les voitures, c'est son credo et la Mitsubishi Eclipse d'occasion pas trop chère devrait plaire à son ami. Enfin, son ami, faut le dire vite, mais quand même, il leur arrive de pêcher et de jouer au billard ensemble, le nouveau hobby de Zeb. À 21h14, la caméra de surveillance d'une station essence sur la même rue que le Walmart enregistre l'entrée de Jason, puis celle de Zeb 10 secondes plus tard. Les 2 hommes s'achètent des sodas et 2 minutes après leur sortie, on voit dans le fond leurs 2 voitures s'éloigner dans la nuit. Le pick-up de Jason devant, il connaît la route, est suivi par la vieille Mazda de Zeb. Quelques minutes plus tard, Zeb fait des appels de phare. Jason s'arrête sur le bord de la route. Zeb a reçu un message sur son beeper. Il doit absolument rappeler la personne. Il demande à Jason s'il a un téléphone portable, mais non, à l'époque c'est assez rare, et Jason n'a clairement pas les moyens d'en avoir un. En plus, les forfaits sont limités, tout ça, il n'y a pas d'internet, et le seul jeu dispo, c'est Snake. Tetris sortira l'année suivante.
petit coup de vieux. Bref, Zeb doit absolument rappeler son interlocuteur, donc il demande à Jason de l'attendre. Il revient, il va chercher un téléphone public. 10 minutes plus tard, vers 21h30, Zeb est de retour en panique. Il est tellement hystérique, d'après les mots de Jason, qu'il enfonce l'arrière de son pick-up en se garant derrière lui. Du coup, il se confond en excuses, assure qu'il paiera pour les dégâts, mais pour l'instant, il doit annuler leur plan. Il a une urgence. À la maison, Denise, la mère de Zeb, attend son retour. Elle le contacte sur son beeper, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Contrairement à d'habitude, il ne la rappelle pas. C'est la première fois qu'il fait ça, la première fois aussi qu'il découche sans prévenir. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Denise contacte Patty, la chef de Zeb, pour savoir si elle est au courant de quelque chose, s'il a dû rester plus tard la veille, n'importe quoi qui justifierait son absence, mais Patty n'a pas d'informations particulières. Zeb avait l'air tout à fait normal quand il a débouché, et depuis, pas de nouvelles non plus. Le 4 janvier, Zeb est censé se présenter au travail en début d'après-midi. Vers 14h, le téléphone sonne au rayon électronique du Walmart d'Asheville. Patty décroche. C'est Zeb qui prévient qu'il est malade et il ne pourra pas venir cet après-midi. Mais Patty est perplexe. Elle connaît par cœur la voix de son employé le plus fiable et là, elle en est sûre, ce n'est pas Zeb Quinn. Quand elle pose une question à laquelle seul Zeb saurait répondre, son mystérieux interlocuteur lui raccroche au nez. Patty a un réflexe incroyable, elle compose le code étoile 69 qui permet d'obtenir le numéro qui vient d'appeler. Patty compose donc ce numéro, une voix enjouée de femme lui répond « Équipement de construction Volvo, comment puis-je vous aider ?» Rien à voir avec l'homme qu'elle vient d'avoir au téléphone. Le 5 janvier, Denise signale la disparition de son fils à la police. Les officiers qui ouvrent un dossier d'enquête ne sont pas vraiment inquiets. Vous connaissez la rengaine, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, peut-être qu'il est parti quelques jours faire la fête avec des copains ou rejoindre une petite amie. Denise, elle, ne pense qu'à une chose, son fils, dans la nuit, en tenue de vendeur Walmart, sans veste ni manteau. Les nuits de janvier ne sont pas tendres en Caroline du Nord. Il doit avoir froid, se répète-t-elle sans cesse. Pour elle, la piste du départ volontaire est inconcevable. Il porte des lentilles de contact et a laissé le boîtier et la solution nettoyante à la maison. Si vous n'y connaissez rien, croyez-moi sur parole, on ne part pas 48 heures loin de ce précieux liquide, sauf si l'objectif est de choper une infection carabinée. Zeb ne semblait pas suicidaire non plus. Il venait d'acheter un lecteur DVD et une nouvelle télévision. Il se rêvait militaire chevronné. Il était plein d'entrain, plein d'espoir. Bon, après, les gens qui mettent fin à leur jour préviennent rarement leurs proches en amont. Donc, pour les policiers, ces arguments n'en sont pas vraiment. Pourtant, ils vont quand même prendre l'affaire au sérieux et mobiliser des moyens d'enquête. Ils vont par exemple aller interroger Jason Owens rapidement et vont déterminer qu'il est le dernier à avoir vu Zeb. Le jeune homme va aussi admettre que oui, c'est bien lui qui, avec le téléphone de l'usine Volvo où il travaille, a appelé Walmart en se faisant passer pour son collègue, mais il a une explication. Le 4 au matin, Zeb l'aurait appelé pour lui demander de se faire porter pâle pour lui. On ne comprend pas trop l'intérêt, mais les enquêteurs visionnent les caméras de surveillance de la station-service et en effet, les images correspondent au témoignage de Jason. Mais alors, qu'est-il arrivé après que les deux garçons se soient séparés? Les proches de Zeb vont être plusieurs à informer les policiers de la situation délicate dans laquelle il était depuis plusieurs mois. Le petit ami de sa mère, donc son beau-père, possède un restaurant à Asheville, assez gros pour avoir une dizaine d'employés. Un jour, en début d'hiver, alors que Zeb était venu au restaurant, il était tombé sur Misty Taylor, une jeune femme de 19 ans dont la mère travaillait en cuisine. Les deux jeunes ont vite sympathisé, il leur arrivait de partager un repas et de jouer au billard, et quand ils n'étaient pas ensemble, Misty le bipait et il l'a rappelé pour discuter par téléphone. Zeb est vite tombé sous le charme de la belle Misty, une brune aux longs cheveux ondulés, du même âge et du même milieu que lui. Il mentionnait son nom dès qu'il en avait l'occasion.
parlant d'elle à ses proches au quotidien, ramenant tout à elle. Bref, vous savez comment c'est quand on tombe amoureux. Pour nous, c'est papillons et compagnie, et pour nos proches, faut le dire, c'est un peu chiant. Le problème, c'est que Misty a un petit ami, Wesley. Ils ont même un bébé ensemble. Wesley n'était pas content quand il a appris que Misty avait un nouvel ami très proche, un peu trop proche. Il leur a demandé d'arrêter de se voir. Et c'est aussi l'avis que partageaient les proches de Zeb, sa mère, sa sœur, ses collègues. Tout le monde lui disait qu'il devait lâcher l'affaire et prendre un peu de distance. Il avait la tête dans le guidon, sur un vélo pas très stable. Mais depuis que Misty lui avait dit que Wesley était abusif envers elle, Zeb n'avait plus qu'un objectif en tête, la sortir de cette relation. Il se voyait pro-chevalier et elle aimait l'avoir comme confident. Éprouvait-elle plus que de l'amitié ? On ne le saura jamais. Dans le courant du mois de décembre, Wesley a découvert que malgré ses avertissements, Misty et Zeb continuaient de discuter, au moins par téléphone. À la fin du mois, un collègue de Zeb qui le trouvait stressé lui a demandé ce qu'il se passait et Zeb a répondu qu'on l'avait menacé. Les enquêteurs se tournent donc rapidement vers Misty et Wesley. Mais le 2 janvier, le soir de la disparition de Zeb, le couple dînait chez la mère de Misty. C'est un bon alibi. Mais si ce n'est pas Misty qui a envoyé un message à Zeb sur son beeper, qui est-ce ? Quelle est cette urgence pour laquelle il a laissé Jason en plan ? Personne n'en a aucune idée. Denise trouve que c'est bizarre, vraiment trop bizarre. Les policiers apprennent que le 3 janvier, donc le lendemain de la disparition de Zeb, Jason Owens a appelé son employeur pour dire qu'il ne pourrait pas aller au travail parce qu'il avait eu un accident et était soigné aux urgences de l'hôpital. Et en effet, après vérification, Jason était bien aux urgences le 3 janvier à 9h40 du matin. Il s'était présenté avec une blessure à la tête et des côtes cassées. Quand les policiers lui demandent, il répond qu'il a eu un accident de la route bien après que Zeb soit parti vers 3h du matin. Pourtant, aucun accident n'a été répertorié à cette heure-là à Asheville. Et d'après les soignants, ces blessures ne ressemblent pas à celles qu'on observe lors d'un accident de la route. Quand on lui présente ces éléments contradictoires, Jason Owens se mure dans le silence. Dorénavant, il refusera de coopérer. Le 16 janvier, Denise Quinn reçoit un appel. Une jeune collègue à elle a repéré une Mazda bleu clair qui ressemble à celle de Zeb sur le parking d'un petit restaurant à côté de l'hôpital. Denise se précipite sur place et oui, ça ne fait aucun doute, il s'agit bien de la voiture de Zeb. Mais aucune trace de son fils à l'horizon. Les phares sont allumés, les vitres un peu baissées, et sur le pare-brise arrière, le fameux dessin, une paire de lèvres avec un point d'exclamation de chaque côté. Le point du point d'exclamation est un petit cercle. On dirait que ça a été fait avec un rouge à lèvres rose, mais ça pourrait aussi être de la peinture, du crayon ou du marqueur. Quand les policiers appelés sur place ouvrent la voiture, ils découvrent caché un chiot noir, une petite femelle, croisée labrador d'à peine 3 mois. Ils trouvent aussi la veste d'un homme et une carte magnétique de chambre d'hôtel. Alors déjà, que fait le chien dans la voiture ? Elle n'est pas blessée et si les phares sont encore allumés, c'est que le véhicule a été abandonné il y a quelques heures maximum. Ça ne date pas de la disparition de Zeb qui a eu lieu 14 jours plus tôt. D'ailleurs, les employés du restaurant l'assurent, elle n'était pas là la veille au soir. Est-ce que le chiot a été abandonné là pour consoler la famille de Zeb de son départ, de sa disparition ? Est-ce un signe de culpabilité ? Ou était-ce pour attirer l'attention, pour s'assurer que la voiture serait découverte ? Les policiers font le lien avec l'hôpital tout proche où travaillent Denise et sa fille, la sœur de Zeb dont il est très proche, mais les deux femmes l'assurent, elles se garent toujours sur le parking de l'autre côté de l'hôpital, et ça, Zeb le savait. Autre étrangeté, le siège conducteur est proche du volant, bien trop proche pour que ce soit Zeb qui ait conduit. À l'inverse, il recule son siège presque au maximum pour ne pas avoir les genoux trop pliés.
Vous vous dites peut-être que, ok, le chien c'est bizarre, mais au moins on a des éléments, la veste, la carte d'hôtel, etc. Sauf que la veste ne sera jamais testée et la carte magnétique est blanche, sans nom, sans logo, sans numéro de chambre. Les policiers auraient cherché, enfin en tout cas, ils n'ont jamais retrouvé l'hôtel en question. Ça aurait pu aider, mais c'est comme ça. La petite chienne a été adoptée par l'un des sergents sur l'affaire, celui qui l'a trouvée dans la voiture. Il l'a appelée Cathy et elle a eu une belle et longue vie. J'ai vu une photo d'elle plus vieille, avec la barbe toute blanche. Et oui, elle était super mignonne. Quand la voiture de Zeb réapparaît dans ces circonstances plus qu'étranges, l'affaire gagne en popularité. Les médias commencent à s'y intéresser. Et quelques jours après cette découverte, un couple contacte les autorités. Ils sont certains d'avoir vu une femme de 25 à 30 ans avec de longs cheveux bruns ondulés conduire la voiture. On établit un portrait robot. La similarité avec Misty Taylor intrigue, mais les policiers n'ont pas d'éléments contre elle ou contre Wesley qui ont, je vous le rappelle, un alibi solide. Les collègues de Zeb au Walmart portent des rubans jaunes en signe d'espoir et le visage du jeune homme est affiché en grand à l'entrée du magasin. Ils ouvrent même une cagnotte pour récolter des fonds afin d'aider Denise à payer le détective privé qu'elle a engagé. Ils encouragent même les clients du grand magasin à participer. Puis vient l'anniversaire de Jerry, le père de Zeb, qui venait de se rapprocher de son fils depuis plusieurs mois. Certains qui n'auraient jamais oublié cette date, ils passent la journée assis près du téléphone à attendre un appel qui ne viendra jamais. Les enquêteurs reçoivent ensuite les relevés du beeper de Zeb. On a bien essayé de le contacter quelques minutes après son départ de la station essence. Et le numéro n'est pas celui de Misty, mais celui du téléphone fixe de sa tante, la sœur de son père Jerry. Je ne vais pas vous rajouter un prénom, je vais rester sur sa tante, c'est plus simple, parce que ce qui vient est un peu plus compliqué. Le truc, c'est qu'à l'heure où il a été bipé, sa tante n'était pas dans son appartement. Elle était à un dîner avec une amie, et cette amie n'est autre que la mère de Misty. Donc elle était au dîner avec la mère de Misty, Wesley et leur bébé. Sacrée coïncidence quand même. Mais puisqu'elle n'était pas chez elle et que personne n'a les clés de son appartement, comment ça se fait que Zeb ait reçu cet appel ? Quand les policiers l'interrogent, elle raconte qu'en rentrant ce soir-là, elle s'est rendue compte que l'appartement avait été visité. Pas de vol apparemment, mais on aurait bougé des choses de place, dont le téléphone. Pour ajouter encore à la bizarrerie de l'affaire, les relevés téléphoniques montrent que 3 minutes après l'heure du bipage, je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez compris, Jerry, le père de Zeb, a appelé sa sœur. Mais il nie totalement l'avoir fait. Et il a un alibi solide là encore puisqu'il travaillait. Interloqués, les enquêteurs ont fini par se demander si Zeb aurait pu passer cet appel à sa tante du domicile de son père. Mais l'appartement de Jerry est à une dizaine de kilomètres de la station essence et du Walmart. Il faut aussi passer un polygraphe à la tante qu'elle réussit. Jerry, complètement retourné par les événements, finit par menacer sa sœur. « T'as pas intérêt à me cacher quelque chose, tu es ma famille, mais lui, c'est mon bébé. » Sous pression, elle déménage et s'exprime dans les médias. « Je n'aurais jamais pu toucher un cheveu de la tête de ce gamin. Je suis comme tout le monde, je l'aime. » À ce stade, les policiers suivent toutes les pistes, y compris celles des médiums qui ont vu le corps de Zeb Quinn à tel ou tel endroit, mais les recherches sont infructueuses. Et pendant ce temps, le compte bancaire du jeune homme reste inutilisé, figé, au jour de sa disparition. L'hypothèse d'un homicide commence à dominer les autres. L'un des porte-parole de la police déclare « Rien que pour tuer quelqu'un et se débarrasser du corps, ça nécessite l'implication de plusieurs personnes. » Alors, peut-être ont-ils des éléments pour dire ça, mais c'est un argument bizarre car il y a un paquet de gens qui tuent et se débarrassent d'un corps tout seul. Bref, le temps passe et les proches de Zeb sont forcés de continuer à vivre en son absence. Denise supplie le ou les coupables de lui laisser un mot anonyme pour lui dire où est caché le corps de son fils.
Il rate les fêtes de fin d'année, Noël, sa préférée, mais aussi l'anniversaire de sa mère, celui de sa sœur, la naissance de sa seconde nièce, puis le mariage de sa mère. Elle aurait rêvé qu'il la conduise à l'hôtel. Dans un documentaire de 2022, The Good Kid, on apprend de nouveaux éléments que les policiers connaissaient depuis le début de l'affaire, donc depuis 22 ans. Et l'élément le plus important est sans doute celui-là. Le 3 janvier 2000, le lendemain de la disparition de Zeb, la mère de Jason a appelé le commissariat à 7 heures du matin pour dire que son fils avait, tenez-vous bien, disparu. Il n'est pas rentré dormir à la maison cette nuit-là. Un an plus tard, en février 2001, un juge signe un mandat pour prélever l'ADN et les empreintes de Jason Owens, mais il n'est pas arrêté. Le 29 octobre 2002, au soir, une policière monte dans sa voiture, quitte le commissariat et prend la route pour rentrer chez elle. Soudain, elle voit un pick-up rouler bien trop vite pour l'endroit où ils sont. Alors elle le suit et lui fait des appels de phare, mais contre toute attente, le conducteur accélère. Il roule à plus de 100 km/h en ville. Après quelques minutes de course-poursuite, le conducteur sort une arme par la fenêtre et tire en direction de la voiture derrière lui. Finalement, à une intersection, maîtrisant mal sa trajectoire, il heurte une boîte aux lettres et fait un tonneau. Ce conducteur, c'est Jason Owens. Il est hospitalisé pendant plusieurs jours, puis est évidemment arrêté pour une petite dizaine de charges quand même. Il plaide coupable et passe 8 mois en prison. Ça paraît léger pour avoir tiré en direction d'une policière, mais passons. En avril 2007, les enquêteurs mènent des fouilles au domicile de Jason Owens qui vit avec sa compagne. Il est nommé comme personne d'intérêt dans l'affaire de la disparition de Zeb Quinn, mais pas comme suspect. Aux États-Unis, c'est le cran en dessous. Dans les années qui suivent, Jason Owens est régulièrement condamné pour vol ou trafic de drogue. Bref, un homme charmant. Nous sommes à présent en 2015. Jason a 36 ans. Il vit toujours à Leicester, en périphérie d'Asheville. Il a de nouveaux voisins, un couple issu du monde de la télévision et venu tout droit de Los Angeles, Joseph et Christy, qui ont emménagé sur une grande propriété. Ils ont pour projet de faire pousser leurs propres légumes et fruits pour être autosuffisants et surtout aménager un petit restaurant qui accueillerait des visiteurs parce que Christy est chef. Elle est aussi enceinte de 5 mois d'une petite fille. Jason a sympathisé avec le couple. Ils l'ont embauché comme homme à tout faire parce qu'il y avait du travail pour rénover leur maison et aménager leur terrain, mais surtout parce qu'ils ont le cœur sur la main et qu'ils aident tout le monde. Quand ils ont vu cet homme sans emploi dans le besoin, ils n'ont pas hésité une seconde. Le dimanche 15 mars 2015, le père de Christy appelle une voisine du couple, leur contact d'urgence, parce qu'il n'arrive pas à joindre sa fille alors qu'elle devait lui rendre visite. La voisine a le double des clés et l'autorisation de rentrer au domicile si besoin. En s'avançant vers la propriété, elle remarque que les 2 voitures du couple sont garées dans l'allée. Mais personne ne répond quand elle frappe à la porte. Alors elle glisse la clé dans la serrure, tourne et découvre les 2 chiens du couple, agités et affamés. Ils ont fait leur besoin dans la maison, d'ordinaire immaculée. Sentant que quelque chose ne va pas, la voisine appelle le 911. Les policiers investissent les lieux et retrouvent les portefeuilles de Joseph et de Christy. Personne ne part sans son portefeuille, ça ne présage rien de bon. Les recherches commencent, mais le terrain est immense. Il y a de la forêt et même du relief. On est presque dans la montagne. Les allées et venues attirent l'attention et les médias s'emparent de l'affaire la journée même. À 20h30, un homme contacte les autorités. Il habite dans une voie sans issue à 8 km de là et lui et sa femme ont vu un homme jeter des ordures dans leur poubelle. Ils l'ont même reconnu, un certain Jason Owens. Les policiers vont aller fouiller cette poubelle, évidemment, qui ressemble en fait plus à une benne, et vont découvrir des sacs plastiques, un drap, une arme, des munitions, des bijoux et la carte d'identité de Christy.
Cette fois, les autorités ne tardent pas. Le 16 mars, à 1h30 du matin, ils débarquent chez Jason Owens. Il est d'abord mis en garde à vue pour vol et emmené au commissariat. Là-bas, les policiers ont fait venir la benne pour qu'elle soit bien visible et ça a l'effet escompté. Quand ils la voient, Jason pâlit et se met à table. Enfin, se met à table, disons qu'il parle. Il raconte avoir été appelé par Joseph le 12 mars pour les aider à dégager leur voiture tombée dans un fossé. Il se serait glissé derrière le volant et aurait accidentellement appuyé sur l'accélérateur, renversant par la même occasion Joseph et Christy, restés devant le véhicule. Il explique avoir conduit Christy dans le salon de leur maison pour tenter un massage cardiaque, sans succès. Puis il serait retourné sur place pour découvrir Joseph, mort lui aussi. Bref, vous voyez le truc venir, c'est pas de sa faute, c'était un accident. N'ayant pas de permis et étant déjà connu de la justice, il aurait donc paniqué et estimé que la seule solution était de se débarrasser des corps. Alors attention, la manière dont il l'a fait est particulièrement affreuse, mais c'est important pour la suite. Donc, il raconte avoir ramené le corps de Joseph chez lui et celui de Christy aussi, après l'avoir démembré dans sa douche, avant de tout brûler. Puis, pour, d'après lui, faire croire à un cambriolage, il enlève des objets de la maison et les revend. Bon, sachant qu'il est déjà condamné pour vol, ça ressemble plus à du vol pour du vol que du vol pour maquiller une scène de crime. Jason a aussi utilisé le téléphone portable de Christie. Il a envoyé un texto à un ami à elle pour faire croire qu'elle était encore en vie. Notez la ressemblance avec le coup de téléphone qu'il a passé au Walmart pour prévenir de l'absence de Zeb Quinn au travail. Jason répète aux policiers « Je ne suis pas une mauvaise personne, c'était mes meilleurs amis. Je les aimais parce qu'ils m'aimaient. » Alors, de un, on n'a pas la même vision de l'amitié. D'ailleurs, je serais incapable de démembrer qui que ce soit, et ça devrait être le cas de tout le monde. Et de deux, son discours ressemble à celui d'un sociopathe qui tente de dire ce qu'il pense que les autres aimeraient entendre dans le but d'atténuer sa responsabilité. Évidemment, ça sonne faux, et d'ailleurs, c'est faux. Dire qu'on aime quelqu'un parce qu'il nous aime, les psys, donnez-nous votre avis, mais ça sonne très égocentrique au sens pathologique du terme. Jason Owens est inculpé pour meurtre au premier degré. Il risque la peine de mort. 4 jours après son arrestation, le mobil-home qui traîne sur son terrain à une centaine de mètres de l'habitation principale prend feu. Malgré les appels des voisins aux pompiers, il brûle complètement. Les autorités estimeront que oui, l'incendie est louche, mais son origine ne pourra jamais être déterminée. Si c'est un incendie volontaire, qui en est responsable? Car Jason Owens était en prison. J'ai pensé à sa compagne, mais son nom n'est mentionné nulle part par personne. Évidemment, la question que tout le monde se pose est la suivante. Si Jason Owens a été capable de tuer Joseph et Christy dans de telles circonstances, s'il a été capable de démembrer un corps et de brûler des restes, aurait-il été capable de tuer Zeb Quinn 15 ans plus tôt et de faire disparaître son corps? 10 jours après son arrestation, un homme contacte la police. Il s'appelle Gene, c'est l'oncle de Jason, et il raconte qu'en 1999, Jason avait creusé sur son terrain un genre de trou de 3 mètres sur 3 mètres dans lequel il avait pris l'habitude de brûler des trucs. Puis, fin janvier 2000, il l'a rempli avec du ciment. Vous l'imaginez, les enquêteurs obtiennent rapidement l'autorisation de détruire ce ciment et de creuser. Ils vont trouver des choses, des sacs plastiques, une sorte de poudre blanche, des traces de vêtements et du cuir, mais pas de restes humains. Le 27 avril 2017, Jason Owens est condamné pour les meurtres de Joseph et Christy. Il signe un plea deal, un accord de plaidoyer. Je n'ai pas trop compris pourquoi on le lui avait proposé vu les circonstances, mais en tout cas, il est condamné à minimum 60 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Quelques mois après sa condamnation, son oncle Gene meurt de cause naturelle à l'âge de 66 ans. Jason attend à peine qu'il soit enterré
Et quelques mois plus tard, en 2018, il décide enfin de parler de ce qui est arrivé à Zeb Quinn. Enfin, là encore, il donne sa version, accusant son oncle d'avoir tué le jeune homme. Dans l'après-midi du 2 janvier, Gene, donc l'oncle de Jason, lui aurait demandé d'amener Zeb dans la forêt de Bent Creek en soirée pour qu'il puisse retrouver Misty qui campait cette nuit-là. Oui, c'est le moment de lever les yeux au ciel. Mais en arrivant, je vous passe les détails, c'est un piège. Gene tire une balle de 22 longs rifles à l'arrière de la tête de Zeb Quinn qui s'écroule. Jason a peur, il s'enfuit, puis revient, et Gene le force à assister au démembrement et à l'incinération du corps de Zeb. Gene aurait dit à son neveu « Maintenant, tu ne peux plus me dénoncer, ou alors je dirais que t'étais mon complice, blablabla. » Cette version n'explique ni la réapparition de la voiture, qui semble aussi être un mystère pour Jason Owens, ni l'histoire de la tante qui appelle le beeper de Zeb, mais elle a le mérite de poser enfin des mots sur le destin de Zeb Quinn. Il est mort, il a été tué. En 2022, Jason signe là encore un plea deal, un accord, et plaide coupable de complicité de meurtre dans l'affaire Zeb Quinn, ce qui rajoute 13 ans à la peine décidée pour les meurtres de Joseph et Christy. C'est loin d'être une victoire pour les proches de Zeb Quinn. Ils ne savent toujours pas où il est, ils n'ont pas non plus la vérité, et la condamnation de Jason Owens pour complicité de meurtre seulement leur reste en travers de la gorge. Nous n'aurons probablement jamais la vérité sur le sort de Zeb Quinn. Ou alors, il faut la deviner au travers des mensonges de Jason Owens et de la façon dont il s'est débarrassé de Joseph et Christy. Si je devais donner mon hypothèse sur l'affaire, je dirais que Jason a tué Zeb ce soir-là en l'emmenant, ou pas, voir cette fameuse voiture qu'il aurait repérée pour lui. Je doute qu'il l'ait tué avec un fusil. Ses propres blessures, donc à la tête et des côtes cassées, sont sûrement le signe que Zeb s'est défendu. C'était un grand gaillard qui venait de rejoindre l'armée. Je suppose que Jason a abandonné quelque part la voiture de Zeb et qu'elle a été volée et réutilisée, peut-être par des personnes en difficulté, à la rue avec un chiot, qui ont été effrayés à la vue des policiers forçant les portières et ont préféré partir sans se retourner. Une femme aurait pu la conduire, celle du portrait robot, ce qui expliquerait aussi le siège avancé. Mais c'est peut-être juste Jason qui a voulu brouiller les pistes. D'ailleurs, ces points d'exclamation avaient toujours un petit cercle à la place du point, comme sur le dessin du pare-brise arrière. Dans ce cas, oui, peut-être qu'il a mis le chiot pour réconforter les proches de sa victime, mais ça me paraît bizarre qu'un homme capable de démembrer quelqu'un fasse preuve d'une sorte d'empathie, bien que ce soit un geste complètement décalé. Il reste le mystère du beeper, de la tante, de l'appel du père, du dîner avec Misty et Wesley, qui sont, mine de rien, des éléments matériels. Car quand on met le tout dans une balance, on n'a pas de preuve directe de l'implication de Jason Owens dans la disparition de Zeb Quinn. Pourtant, ça paraît évident que c'est lui. Alors, est-ce que les relevés pourraient être erronés? Si oui, pourquoi la police n'en a-t-elle pas parlé? Beaucoup reprochent d'ailleurs aux enquêteurs d'avoir échoué à arrêter Jason Owens à temps pour le meurtre de Zeb malgré les éléments à leur disposition, lui permettant ainsi de tuer Joseph, Christy et leur bébé 15 ans plus tard. Voilà la triste histoire de la disparition de Zeb Quinn, un jeune homme gentil, avenant, serviable, peut-être un peu naïf, mais comment reprocher à quelqu'un de voir le meilleur chez les autres? Il avait la vie devant lui et quelqu'un la lui a arrachée, refusant encore aujourd'hui de donner à ses proches un endroit où se recueillir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.